tous, salut à toutes, c'est Hardplay. Aujourd'hui, dans un exercice un peu inhabituel pour moi, puisque je vais vous faire une review d'un MTT que j'ai joué et gagné. Alors pourquoi c'est un petit peu inhabituel? Bon, parce que comme vous le savez, je suis surtout un joueur de cash game, donc je vais m'essayer un petit peu à l'exercice du commentaire de MTT. En quoi est-ce que ça risque de différer de l'ordinaire des vidéos de MTT que vous avez peut-être l'habitude de voir? C'est que je ne suis pas super familier de toutes les façons de jouer à MTT. J'ai notamment remarqué des fréquences de 3 bêtes et de 4 bêtes très élevées chez les joueurs de MTT en late. C'est beaucoup moins ce que je fais moi. J'aime bien jouer post-flop, même avec parfois aussi peu que 20 blindes, des choses comme ça. Donc j'ai un jeu qui va sûrement vous sembler très atypique pour du MTT. Donc à ce niveau-là, j'espère que ça va pas trop vous déboussoler. Autre chose, c'est que le MTT que j'ai choisi aujourd'hui, parce qu'évidemment je ne gagne pas n'importe quel MTT, je ne gagne que les MTT obscurs et bizarres, c'est donc le Sunday Mixed Games, qui est un 50€ arrivé à Amazon. Donc c'est pas celui-ci, c'est celui de 2 semaines avant. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier ce MTT? C'est qu'à chaque niveau, vous avez un changement de jeu. Donc le premier niveau commence en Hold'em, puis le deuxième niveau en Omaha, etc., 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 etc. Ce qui fait que ce MTT est aussi si spécial, c'est que il est extrêmement deep. Si vous regardez bien la structure des niveaux, de sorte qu'on puisse jouer à chaque jeu avec à peu près à chaque fois autant de profondeur, la structure est extrêmement progressive. Vous voyez 60, 120, 70, 140, 80, 60, etc., etc., etc. Tous les niveaux sont là. Il y a vraiment une quantité de niveaux énorme, ce qui fait qu'on est tout le temps extrêmement deep. Ça c'est la première chose, donc c'est un MTT très deep. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve, pour moi qui suis un joueur de cash game, parce qu'on est rarement très très short. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est au niveau du field de ce MTT. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a moitié Hold'em et moitié Omaha. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les joueurs de Hold'em vont le faire, parce qu'ils se disent, enfin les joueurs de MTT le font, enfin du moins une certaine partie, en se disant bon, bah c'est parti, on nous joue du Hold'em, le Omaha, ça va, c'est pas si différent que ça, et du coup font de grosses erreurs en Omaha. L'autre chose, c'est que vous avez aussi des joueurs d'Omaha de cash game qui le font, et qui font rarement des MTT, qui du coup font des grosses erreurs au niveau MTT. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment le sentiment que dans ce tournoi, là où l'argent se fait, c'est vraiment dans les niveaux de Omaha. Parce que les niveaux de Hold'em, finalement, le Hold'em en MTT, c'est pas évident, mais disons qu'il y a moins facilement des erreurs de fait qu'en Omaha. Donc ici, moi qui suis à la base un joueur de Hold'em, même si j'ai un peu fait de MTT, ben, dans ce tournoi-là, je suis vraiment bien content quand le jeu change en Omaha. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que c'est un tournoi full ring, donc c'est pas un six max, et le full ring Omaha c'est très particulier, donc il faut jouer très très tight en early, et notamment dans les premiers niveaux, vous allez voir, je vais sûrement pas donner beaucoup d'action. Donc voilà, donc on va passer au replay. Il n'y a pas énormément d'action dans le premier niveau, donc je vais essayer de les passer rapidement. Peut-être que je reviendrai sur le play d'un ou deux des joueurs à ma table, mais globalement on va passer assez rapidement. Donc nous sommes partis. Première main, je laisse un walk avec Dame 3 offsuit. C'est plutôt normal, je pense, contre un adversaire que je ne connais pas de fold une aussi mauvaisement en small blind. Contre beaucoup de joueurs, je vais raise any two, mais pas contre un joueur inconnu. Deuxième main, j'ai fait les deux. Alors, j'open mon bouton. Alors, remarquez que j'open à 3 grosses blindes. C'est une petite erreur que j'ai faite ici. En général, au bouton, mon sizing standard c'est min raise quand on est sans blind deep. Ce qui se passe, c'est que étant en début d'un MTT, je me suis tout de suite dit on doit être 200 blind deep, sauf que je n'ai pas encore rebuy à ce moment-là, mes adversaires non plus. Donc là, je préfère min raise dans cette situation-là. Globalement, pourtant, c'est une erreur que font les joueurs de MTT beaucoup dans l'autre sens, c'est que même en début de tournoi, ils vont raise trop petit. Par exemple, on voit souvent des raises à 2,5x quand ils sont UTG, des choses comme ça, alors qu'on est 200 blind deep. Ça, c'est vraiment pas bon, vraiment horrible. Quand vous êtes UTG en début de tournoi, et que vous êtes 200 blind deep, il faut ouvrir non pas à 2,5, non pas à 2, comme je vois beaucoup de joueurs le faire. Il faut ouvrir à 4, parce que votre range est assez tight. Et
parce que vous voulez la protéger finalement en coupant pas mal les cotes à toutes les mains spéculatives type solid connectors, pocket pairs, etc. Donc ici on passe, ici on va également passer également. Dès qu'il n'y aura pas de all card connu ou dès que je sais que je ne suis pas dans un gros pot, je vais passer. Le 7-2, est-ce qu'il est attaqué? Il est attaqué ici. Si le joueur en small blind avait open, j'aurais pu 3 bets, j'aurais pu faire plein de choses. Ce joueur-là, il est beaucoup trop en early pour que je fasse quoi que ce soit avec 7-2. 4-6 de la même manière, voilà, on est trop deep pour espérer 3 bet light. Je ne vais pas 3 bet light avec des mains aussi mauvaises que 4-6 offsuit hors de position. De manière générale, deep, vous allez me voir jouer le moins possible hors de position. Et ce sera encore plus vrai en Omaha. Vous allez me voir faire des folds, je pense, très très tight en Omaha pour ne pas jouer hors de position. Alors, là on arrive à une main intéressante. Donc là j'ouvre à 3x. Là pour le coup, je suis un peu plus content de moi parce que j'ai 10 000 de stack. Mon adversaire a 10 000 aussi. Donc là on est bien deep. Donc là j'aime mieux ouvrir à 3x. J'ai la position. Ce qui se passe dans cette main, c'est que je me suis dit, en lançant ma vidéo, enfin avant de la lancer, j'ai un petit peu regardé les mains, le déroulement du tournoi, etc. Parce que ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai joué ce tournoi, donc je me rappelle pas de tout très bien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu cette main, j'ai fait wow. C'est un peu dommage de commencer là-dessus, parce que cette main, j'ai fait, je pense, une erreur dans cette main. Et je me dis, ça la fout un peu mal d'avoir cette main dans le track record. Tant pis, je me lance quand même. Qu'est-ce qui va se passer sur cette main? Donc je raise mon adversaire le H, call en small blind. Et le flop vient moyen plus. Disons comment j'ai une paire. Ce qui est plus inespéré avec 5 et 2. Là il y a deux options qui s'offrent à moi. Soit je check back et je call certaines turns, certaines rivers. A priori pas beaucoup. Je ne vais pas pouvoir beaucoup bluff catch sur cette texture. Parce qu'énormément de turns vont m'embêter, énormément de rivers vont m'embêter. Ou bien je sais bet et j'espère prendre le pot tout de suite contre des mains comme Dame Roi, Valet, As 10. Des choses comme ça. J'ai ces bêtes. J'ai effectivement ces bêtes. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait raise. Alors, ce qu'il y a, c'est que en MTT particulièrement, j'aime pas beaucoup fold au flop avec n'importe quelle paire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les joueurs de MTT vont relativement souvent être un petit peu scared. C'est-à-dire que, et sûrement à raison d'ailleurs, ils vont pas vouloir mettre en jeu tout leur tournoi sur un bluff ou des choses comme ça. Du coup, vu que vous avez moins de chances de vous faire bluffer plus tard dans les coups, ça devient avantageux de payer au début du coup pour se coucher plus tard. Ici, je paye en me disant que mon adversaire peut facilement avoir des valets 10, des dames palais. Quelques bluffs complètement fous, dame roi, as 10, as valet, des purs overcards. Contre tout ça, je suis pas mal, et tout ça, il risque de le give up à la turn en plus. Il peut également avoir 8-9, 8-8, 9-9, 5-5, évidemment. Globalement, je pense qu'il n'a pas très souvent 8-9 ni 6-7. Je pense qu'il y a de temps en temps 8-9, je pense que 6-7 pour la plupart des joueurs commence à être un petit peu trop loose. Je pense que la plupart des joueurs ne vont pas forcément défendre 6-7. Toujours est-il que je vais me permettre call. Il faut que je sois bon à peu près 30% du temps. Je me permets de call en me disant on verra bien ce qui se passe. La turn devient assez particulière puisqu'elle fait rentrer la carte à une carte avec le 7. Et là mon adversaire mise assez cher pour un joueur de MTT. Donc à la base, au flop j'avais pris la décision de call une fois et probablement de give up la turn. Ce qui se passe c'est que sur cette turn, la range de mon adversaire devient soit très fort, soit R. C'est-à-dire elle est assez polarisée. Après un bon joueur je pense, pourrait barrer à nouveau avec 8-9, pourrait barrer à nouveau avec 9-9, 8-8, 5-5, même devrait barrer à nouveau avec ses mains. Ce qui se passe ici, c'est que ce joueur, pour un joueur de MTT encore une fois, mise assez cher. Je ne pense pas qu'un joueur de MTT moyen aille miser aussi cher avec Broland 5 par exemple ici. Du coup, à ce moment-là, je me dis soit il a quinte, soit il a rien du tout.
s'il a quinte, je vais pouvoir give up la river, parce que vraiment je m'attends pas à ce qu'il tente de bluffer follement à la river, alors que moi je peux avoir tous les 7 ici. S'il a rien, je gagne le coup ou je le prends à la river. Là je pense que c'est assez discutable. L'ensemble de la séquence flop turn discutable. Je pense pas qu'elle soit très mauvaise, je pense qu'elle est vraiment discutable. Mais pour le coup j'ai décidé de call à nouveau. Je pense que c'est vraiment à peu près des décisions qui sont à peu près EV0. Cette décision-là va être par contre très EV+, je suppose. Ce qui se passe, c'est que la river L7 qui met la quinte sur le board. Et à ce moment-là, mon adversaire check. Et alors ça, c'est quelque chose qui est universellement vrai, quels que soient les jeux. C'est extrêmement rare d'avoir des joueurs qui check à la river une main qui améliore le board. Pourquoi est-ce que c'est rare? Parce que ce n'est pas non plus très fréquent des joueurs qui vont tourner leur main en bluff. Du coup, la conséquence, c'est que si lui il avait un 10, il voudrait sûrement miser pour se faire payer, puisqu'après tout, il y a de bonnes choses qu'on split. Par contre, s'il avait un 10, il aurait assez peu d'intérêt à check, vu que moi, je fais souvent check back, parce que, bon, j'ai quinte sur le board, et que beaucoup de joueurs se disent, oulala, peut-être qu'il a un 10, peut-être qu'il trappe, etc. Donc ici, vous pouvez me faire confiance, si votre adversaire, dans cette circonstance-là, check ce board, je pense qu'il a un 10 moins de 20% du temps. Et la conséquence de ça, c'est que s'il a un 10 moins de 20% du temps, alors que moi, pareil, je peux avoir tous les 10, je peux avoir 8, 10, 9, 10, valet 10, 7, 10, 6, 10 même, vu que j'open très loose, ça, je pense pas qu'il les mette dans ma range, mais tout ça c'est des mains très existantes dans ma range. Ben lui il peut pas trop call. Du coup ce qui va se passer, c'est que je vais faire tapis un overbet, parce que là c'est vraiment difficile pour lui de me call pour le split. Je pense qu'on pourrait stop, mais je pense vraiment qu'il faut que je bluffe souvent ici. Il faut que je bluffe très souvent pour qu'il puisse me call juste pour le split. Et le truc c'est que le joueur moyen, donc la perception qu'il doit avoir de moi, c'est que je suis un joueur à peu près moyen. A priori je pense qu'il doit me connaître parce que j'ai le petit logo Team Pro. Donc il doit se dire que ça doit être plutôt un bon joueur, mais est-ce qu'il peut vraiment s'imaginer que je bluffe aussi souvent que ça pour son end de call pour un split? Je ne pense pas. Et il décide donc de fold. Donc voilà comment, de deux décisions un peu borderline flop et turn, en loquant un bon board run et en prenant la bonne décision river, on arrive à se retrouver dans une situation très très EV+. Puisque là, je pense que mon bet a quasiment une EV de 4150 au pot. Je pense que mon bet doit avoir une EV de 3000 parce que je pense qu'il fold vraiment très très souvent. Donc voilà pour cette main qui me propulse déjà à 12 000 jetons. Alors, pas d'action ici. Donc là on a un petit peu d'action dans laquelle je suis pas impliqué mais sur laquelle j'aimerais revenir. Parce que c'est une erreur commune que font beaucoup de gens. Oups, là je spoil un petit peu. On va revenir au pré-flop. On gave 31 open pour 3 blindes de cutoff et il se fait 3 bêtes, 8 blindes par le bouton. Il décide de payer et là je pense que c'est généralement une erreur. Donc ils ne sont que 100 blindes deep puisque Gav n'a pas rebuy. Et il joue contre une range relativement vaste et assez floue. Ce qui va se passer, c'est que contre ce type de range vaste et assez flou, qui va être composé, je ne sais pas, de mains comme voilà, As-Dame, As-Roi, Dame-Dame+, mais aussi sûrement des mains comme 8-10 suité, Valet-10 suité, des choses comme ça, sa paire de 5 va très mal se comporter. Parce qu'il va très souvent se faire bluff post-flop, et devoir abandonner dans des pots où il serait plutôt devant. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Gav check, son adversaire fait un tout petit c-bet, et là, Gav décide de payer. Alors, je suis pas forcément fan de cette décision parce que, d'une part, alors même que son adversaire a mis, s'il n'a que 60% d'équité, bon, c'est quand même pas mal. Mais disons que tous les 6 le font perdre. Sur les As, il va perdre également parce que, quelle que soit la main de son adversaire va barrel. Sur les Rois, il perd probablement également. Sur les Dames, probablement également. Tout ça, c'est les cartes que son adversaire barrel. Et ce, même s'il ne les a pas. Donc, même si son équité réelle est de 61%, contre sa range, et en particulier
contre les différents board runs sur lesquels son adversaire va barrel, je pense que sa main se comporte plutôt pas très bien. Donc je pense que le call pré-flop est très discutable, le call flop est un petit peu discutable. Je pense que le call flop n'est pas horrible. Mais j'aurais clairement préféré avoir, je ne sais pas, As-10 ou As-Dame pour call ici au flop. Heureusement pour lui, son adversaire abandonne. Alors qu'il a pourtant une excellente situation où ça va être petit le flop, et envoyer un gros pruneau à la turn pour faire passer toutes ces mains là, pour faire passer les As-Dame, les As-Roi, les As-10. Donc il choisit de ne pas le faire, c'est un peu dommage, à mon avis. Et il check également la river. Donc Gav prend ce pot. Alors, les mains suivantes. Donc on n'a pas d'action ici. Et là on switch en Omaha. Alors vous allez voir un petit peu le style de jeu en Omaha. Beaucoup de limper. Beaucoup de joueurs qui tout simplement maîtrisent mal le jeu. Hein. Et là, il faut surtout pas tomber dans le piège d'overlimp avec des poubelles. Parce que vous allez vous retrouver dans des pots avec des reverse implied horribles. Si vous overlimpez ici en plus, vous n'avez même pas la position. Donc là en Omaha, c'est vraiment important d'avoir une bonne sélection de mains, surtout en full ring, et pas faire de conneries. Il n'y a rien de pire que de jouer en Omaha 10 hors de position. Donc là, garbage. Garbage. Garbage UTG. Alors ici, on a une main sympathique en blinde. Et là, on pourrait se dire, est-ce que je défends? Si on avait été 200 blindes deep, j'aurais peut-être défendu. Mais ce qui se passe, c'est que même si ma main est double suited, elle est extrêmement peu connectée. On a que 100 blindes, on est complètement hors de position. On est premier de parole. Donc je pense que les rares méga couleurs qu'on va mettre ne vont pas du tout compenser la perte de value qu'on va avoir finalement quand on va flopper des trips, des choses comme ça, et on va être hors de position, on va pas savoir quoi en faire, ça va pas être forcément des bons trips, puisque ma main n'est pas très connectée. Typiquement si je flop trips d'as, j'en fais rien de bon, parce que je suis toujours battu par l'un ou l'autre. En clair, j'ai choisi de fold, donc c'est un fold vraiment je pense très conservatif. Mais je pense que hors de position, en PLO, c'est souvent la bonne décision. Pas davantage d'action ici. Alors, là on a une main un peu plus intéressante. Enfin, on a un open, on a des milliers de calls. Et là, j'ai une main qui va se jouer finalement plus facilement. J'ai choisi de compléter cette fois-ci. C'est pas non plus une complétion, je pense, automatique. Parce que finalement, des sets de valet ou des sets de 4, bah, on va en flopper 25% du temps. Mais le truc, c'est que les sets de valet et les sets de 4, ça va pas être des super mains. Donc j'ai complété en me disant que là, je pourrais avoir un petit peu de value et pas forcément mettre mon stack en jeu avec un bet set. Parce qu'un set en Omaha, ça reste une main relativement vulnérable. Mais j'ai quand même choisi de compléter en me disant que la main serait plus simple à jouer que la précédente. J'ai mis complètement et je n'ai pas donné d'action alors que river ça a flush over flush. Donc vous voyez, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'Omaha, vous voyez comme finalement on a peu d'implied même avec la note flush. Parce que là on a la note flush, l'adversaire il a deuxième flush et il se contente de payer river. Il a les secondes notes. Donc si jamais vous ne connaissez pas l'Omaha, dites-vous bien que c'est un jeu où la force des mains est vraiment extrêmement relative. Donc je passe et le flush prend le pot. Alors ici on a une main avec laquelle j'aurais pu vouloir 3 bêtes. C'est-à-dire une main double suitée un peu moisie, mais qui va pas forcément trop mal se comporter une fois que j'aurai 3 bêtes. D'autant plus que ma range perçue va voilà, très très forte. Ce qui m'a empêché de 3 bêtes, c'est que mon adversaire pour l'instant n'avait pas été super actif. Je préférais fold. Toujours rester conservatif ici. Alors là on a un spot un peu particulier, j'ai une main qui est pas bien meilleure que tout à l'heure, enfin quand même un peu moins bonne que mon valet 4-4. Mais ce qui se passe, c'est que là ma position est bien meilleure. C'est-à-dire j'ai position sur les deux limpers et je choisis d'overlimp. J'aurais pu raise pour isoler un petit peu, mais je pense qu'overlimp se défend aussi. Rétrospectivement, je pense que je préfère raise. Maintenant, bon, je pense que c'est relativement close. Non, je pense que raise est quand même meilleur.
Overlimp me convient aussi. Je pense que Raise est meilleur. Alors, donc qu'est-ce qui se passe là? On a Kura qui prend le lead dans ce pot pour 2 blindes. Et là, on a une flush. Ce qui se passe, c'est qu'on est en Omaha. Et je vais te expliquer, une flush en Omaha, c'est pas super méga puissant. Je choisis donc de call. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à relancer ici parce que si je relance, je pense clairement que si même mon adversaire a une main comme flush au valet, il va probablement stater avant de call. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça devient très intéressant puisque le roi double. Donc le roi double, ce qui fait que la force de ma main est de plus en plus, la force relative de ma main est de plus en plus faible. Parce que je suis toujours derrière flush au valet, flush à l'as. Maintenant en plus, je suis derrière toutes les deux paires au flop, les 7 au flop. Donc roi dame me bat, roi 5 me bat, 5-5 me bat, dame dame me bat. Tout ça, ça me bat. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que mon adversaire continue à bet, mais il bet tout petit. Alors ça d'expérience, en Omaha, les joueurs récréatifs ont d'énormes leaks de sizing. Quand il bet petit ici sur cette turn, je suis à peu près convaincu qu'il n'est pas max. Qu'il n'est pas max en gros, qu'il n'a pas une main type 5-5 ou mieux. Donc je pense qu'il a moins de tout ça. Et l'autre gros trait du Omaha, c'est que même les joueurs récréatifs, vous pouvez leur faire fold des mains. Parce que ils ont un peu joué en Omaha et ils ont tellement l'habitude de voir les nuts partout que même les récréatifs savent fold un petit peu. Donc ici, ce que j'ai décidé de faire, plutôt que de call et éventuellement de laisser un free roll à roi X, à je ne sais pas, de call et me faire battre aussi par flush au valet, flush à l'as, j'ai décidé de tourner ma main en bluff. En me disant qu'au pire, si je me fais payer, j'ai 2 outs sur les 10, 2 outs sur les rois pour battre les flushs, mais je pense vraiment qu'il fold les flushs. Et que de toute façon, ici je verrai 880 pour un pot qui fait 720, donc j'ai besoin d'à peu près 50% de fold equity. Et je pense que je les ai vraiment très souvent. Car je pense qu'avec ce sizing, il a flush au valet ou flush à l'as, ou en tout cas moins bien, plus de 50% du temps. Donc je pense que lever d'un raise ici est meilleur que lever d'un call. Donc je raise, il a beaucoup tanké. Et pour cause, parce que s'il call, je pense que ça met quasiment son tournoi en danger. Et il a fini par passer. Donc, plutôt très content du raise turn ici, et je pense que c'est vraiment très EV+. Main suivante, on repasse en hold'em. Pas vraiment d'action ici. Alors, on a 8-8, on va enfin pouvoir open. Donc on a un limper, j'isole avec 8-8. Et je me fais 3 bêtes par Kura. Alors Kura, qui de ce qu'on vient d'en voir en Omaha avec ses sizing, est sûrement un joueur récréatif. Donc quand il 3 bêtes ici, alors je ne sais plus ce que j'ai fait, hein, j'espère que j'ai fold. Mais quand il 3 bêtes ici, je m'attends pas à ce qu'il soit light très souvent. Je crois que c'est son premier 3 bêtes à ce moment-là, même si dans mon HUD il y a marqué 11% de 3 bêtes. Donc là je pense que j'ai un fold assez facile. Il n'est pas question de call pour les 7 miner ou quoi, parce que post-flop la jouabilité est infernale. Donc on n'a pas les codes pour ce qu'on a de 7 miner, et on ne va pas pouvoir faire grand chose sur aucun flop. Donc je pense que là il faut fold, voilà. C'est bien Sylvain, t'as pris la bonne décision. Donc on fold un peu à regret, parce que c'est la première main qu'on a en hold'em depuis un bon bail. Donc là il y a un peu d'action mais pas de showdown, donc on va pas s'y intéresser de plus près. On va voir un peu si j'ai attaqué avec valet 7, non. Peut-être qu'avec roi 5, ouais. Donc là c'est quelque chose que je fais énormément, au bouton je pense, voilà, sur le tournoi, enfin sur les MTT que j'ai dans ma base de données, qui ne présentent pas grand chose, je minerai 77% de mes boutons. Autant vous dire qu'en début de tournoi comme ça, je pense que je minerai 100% de mes boutons. C'est à peu près ce que je fais en cash, et je pense que c'est ce que je fais en MTT quand je suis deep. Et évidemment Kura, qu'on voit un petit peu steamé là, qui envoie son tapis directement, ce qui fait un petit peu reconsidérer le fold d'avant avec 8-8, mais qui peut rester un bon fold, hein. Donc on passe. Ici avec Kura qui vient d'open shove, je ne pense pas que je vais essayer de steal avec 5-7 offsuit. Voilà. Même raisonnement ici. Même raisonnement là. Alors oui, un petit mot là-dessus, parce que j'ai un as.
J'ai récemment joué les WSOP-E, les 26 Max, et un petit leak que j'ai remarqué chez les joueurs qui se concentrent vraiment sur le MTT, c'est qu'ils ont tendance à abuser des bloqueurs. Ici, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs de MTT qui regarderaient leur main, qui feraient ah, j'ai un bloqueur donc c'est un bon spot de 3 bêtes, et qui irait 3 bêtes. En pratique, il faut pas non plus essayer de saisir tous les spots de 3 bêtes. Ici, vous avez un joueur qui a pas joué une main quasiment de tout le tournoi. Il faut fold, faut pas se dire ah j'ai le 3 bet light machin. Faut éviter de vouloir outplay les joueurs récréatifs. Même en position et même avec des bloqueurs. Parce qu'ils ne vont pas fold, ils vont mettre dans des spots infernaux post-flop. Alors, 5-5, on va encore pouvoir open. Cette fois-ci, tout le monde se couche. Alors, vous remarquerez que j'ouvre encore à 3 big blind. Parce qu'on est encore tous à peu près 100 deep. Donc, je pense que ça reste la meilleure solution. Tout le monde se couche, je prends les blindes. Et là, on arrive à nouveau à un niveau d'Oma. Donc là, j'ai une paire d'as extrêmement mauvaise. L'idée, c'est que je suis assez peu habitué à l'Oma à full ring. En 6 max, j'open tout le temps. Ici, avec cette as très mauvaise, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux limp. En espérant... Parce que finalement, la seule chose qu'on espère avec cette main, c'est flopper un as. Parce que quand vous êtes UTG en full ring et que vous ouvrez, si quelqu'un vous call, souvent du coup il y a 2 personnes qui vous call au moins, il n'y a quasiment aucun board où vous êtes serein, à part les boards avec un as. Du coup, ça fait cher payer d'ouvrir un 3 blinds et demi avec cette semi-poubelle, pour être content que sur 12% des flops. Du coup, je me demande si le limp n'est pas préférable, quitte à raise derrière s'il y a... à re-raise s'il y a un raise et beaucoup de call. En l'occurrence, j'ai choisi d'open, et à mon heureuse surprise, tout le monde s'est couché. Donc, une nouvelle main où j'ai à nouveau fait un fold extrêmement conservatif. Celui-là, je pense, est vraiment discutable. Je pense que j'aurais aimé au moins call. Donc en gros, j'ai As-Roi-10 avec une carte qui n'a rien à voir avec tout ça. J'ai pas de suit. Je suis hors de position, donc j'ai choisi de fold. Je pense que c'est très conservatif. Si jamais il y a un spécialiste de PLO Cash Game qui voit cette vidéo, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense, parce que même en Cash Game, je ne suis pas sûr de savoir comment jouer cette main. Toujours est-il que j'ai fold. Donc là on a un limp ici. Et on a 4 connecteurs, sans suit à nouveau. Donc là l'option qui se pose c'est est-ce que je limp, est-ce que je complète, ou est-ce que je raise. L'idée c'est qu'avec 4 connecteurs sans suite, contre un joueur qui va avoir une range assez aléatoire, qui a sûrement pas souvent fold de continuation bet, on va pas être super à l'aise hors de position. Du coup j'ai choisi de limp. Donc à nouveau c'est une approche assez conservative. Et big blind à checker. On mise tous le flop. Et j'évite de stab parce que sur Roi 9-9 bicolore, il y a trop souvent quelqu'un qui a touché une paire plus que de shot, trips parfois, un flush draw. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Là maintenant j'ai un tirage quinte assez fort, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de draw et de choses comme ça pour espérer bluff. Donc je check jusqu'au bout et rien ne se passe. Donc ça c'est pas super intéressant, ça non plus. Donc vous voyez, le début de ce tournoi, donc le début de cette vidéo, est finalement assez pénible, parce qu'il se passe pas forcément grand chose. Je ne sais pas sur combien de vidéos je vais devoir étaler cette review. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de la vidéo, à la fin du tournoi, mais en général, il y aura beaucoup plus d'action. Il y aura beaucoup de pots assez amusants. Je vais limper beaucoup de boutons en hold'em, donc ce qui n'est pas banal, je pense. Du moins pas banal pour les grinders online. Donc, si jamais vous vous ennuyez un peu maintenant, je pense qu'à la fin de la vidéo, ce sera beaucoup mieux. Donc j'essaie d'illustrer quelques concepts, d'expliquer quelques concepts au fur et à mesure, mais il y a vraiment peu d'action, donc je suis vraiment désolé. Ok, on repasse en hold'em.
Donc 6 offsuit en big blind, je pense pas en avoir fait grand chose. Voilà, j'en ai effectivement pas fait grand chose. 3 7 offsuit en small blind, je pense pas non plus. On a un as au bouton, on va voir un peu ce qui se passe. Donc on a un premier raise. Là à nouveau on pourrait se dire, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de 3 bet light? Ça pourrait. Pour autant on a un joueur qui a joué 11-9, qui a open, qui a pas encore open le cutoff, puisque là mon tracker me dit 50%, mais j'ai pas de main. Donc il a joué 11-9 sur 30 mains. À ce moment-là, même de la partie, il a même sûrement joué encore plus tight, donc j'ai choisi de ne pas défendre. Voilà, très bien. Main suivante, on défend pas non plus. À suite, peut-être on peut l'open. Non, on fold. On fold pourquoi? On fold parce que même si on est au hijack, qu'il avait blind à prendre et tout ça, Kura a été assez actif, il a beaucoup défendu, et du coup avec la suite on n'est pas super jouable. Je pense que les deux options se valent. En cash game je fold tout le temps, en MTT on peut peut-être être tenté d'aller attaquer les blinds à cause de l'ante. Je pense que les deux se valent. 10 et 5 je ne vais rien en faire, 2 et 8 non plus, 6 et 2 non plus. Alors 19 suité en big blind, ça peut être très intéressant. Vu qu'il ouvre à 3x, je pense pas défendre, voilà. Donc le joueur récréatif qui ouvre un peu trop cher pour que je puisse me permettre de payer. Dans ce cas il vaut mieux fold, conserver les jetons. Pareil, dame 4, on n'en fait rien. Le valet 3, si ça avait été foldé, je l'aurais certainement open. Malheureusement, quelqu'un open avant moi. Alors, nous voici avec un roi valet. Vous voyez que, contrairement à ce que feraient beaucoup de joueurs de MTT, je pense, j'ouvre encore à 3 fois la grosse blinde. Parce que le joueur directement en position est deep. Celui-ci est deep aussi, il n'y a que Kura qui m'embête un petit peu. Mais ça fold et je prends le blind sans trop de résistance. Donc j'insiste bien là-dessus, je pense que c'est une grosse erreur que font beaucoup de joueurs et même des bons joueurs. Tant que vous êtes très deep, n'allez pas faire des petits minerais, des choses comme ça. Je pense que ça n'a pas vraiment de sens et je pense que ça ne peut que vous être préjudiciable. Parce que vous donnez des cotes à des mains pour vous battre, alors que votre range n'est pas très forte. Donc pas d'action ici, ou du moins pas de showdown. Pas ici. C'est un peu le problème de l'OMA full ring, c'est qu'il faut être extrêmement tight. Là je crois qu'on a eu une main marrante. Alors d'abord on a un limp, et ce joueur qui isorise le limp. Je suis pas certain de vouloir isorise avec cette main. Je suis même pas sûr de vouloir overlimp, c'est quand même une sacrée poubelle. Alors ça a pas l'air, on se dit, on a les dames quand même quand on est joueur de hold'em. En pratique, les dames en Omaha, sans rien derrière, c'est vraiment pas bon. Ici, le récréatif habituel relativement tight, 3 bêtes. Donc là, chez un joueur récréatif, ça crie les bons as ou un bon as roi XX. Et là, Akuz va faire une grosse erreur. Il va push, alors que à mon avis, c'est bien mieux de fold. Parce que contre une paire d'as, parce que là, le joueur ici, il crie paire d'as. Donc ce qui se passe, c'est que déjà vous êtes dans un MTT, donc vos jetons valent légèrement... Enfin, les jetons perdus valent légèrement plus que les jetons gagnés. Donc vous n'êtes pas plébiscité pour prendre des risques. Mais surtout, Dame Dame Valet 2, c'est une vraie poubelle et ça joue extrêmement mal contre Assas XX. Tenez, d'ailleurs, je vais faire une petite pause. Voilà, donc on reprend là-dessus. Juste pour montrer une petite simulation de l'équité qu'on a avec Dame Dame Valet 2 avec une soute contre Assas XX. On a 31% d'équité, c'est presque une confrontation digne du hold'em. On a vraiment très peu d'equity. Et ici c'est vraiment un fold évident pré-flop. Que ce soit en cash ou en MTT, et encore plus en MTT du coup. Je ne sais plus trop comment il s'en sort. Il perd le coup. Donc là on a le joueur habituel qui limp. Une complétion, et ici on a un autre affaire que check. On va pas raise pour jouer un pot énorme en deux poses, ça n'a aucun sens. Alors là on flop un petit peu. Disons on flop un tirage de quinte et une paire, c'est vraiment pas grand chose mais ça se défend. J'ai choisi de check, je pense que c'est un peu discutable. En gros, je pense qu'un Zuckerberg check là-dessus, il abandonne tout le temps. Donc je pense que bet est peut-être meilleur, sachant que Mikey Toll va sûrement fold de temps en temps. Je choisi de check, bon pourquoi pas.
Donc maintenant on a tirage de quinte plus 2 paires. Je pense qu'il serait bon de bet, voilà, pour prendre le pot. Sachant que je m'attends pas vraiment à être payé par moins bien. Mais il y a tellement de mains qui ont beaucoup d'équité contre moi ici. Tous les tirages trèfle avec une paire ont une équité énorme, alors qu'ils peuvent, je pense, fold à la turn. Petit tirage trèfle avec une paire. Par exemple, si quelqu'un ici a, je ne sais pas, roi-valet d'un côté et un 3-4 de trèfle de l'autre côté, il peut fold sans aucun problème, je pense. Donc en Oma, vous avez beaucoup plus de mise pour protection purement qu'en Hold'em. Alors, ici, est-ce qu'on a de l'action? Je ne pense pas. Donc là, on a une main qui est ouvrable au bouton, mais malheureusement, ça open bien avant moi. Ici, même histoire. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe quand même. Donc, on a un limp de Team French. 8-9-7-7. UTG, donc ça, je pense que c'est très discutable de limp ce genre de main UTG. C'est quand même une semi-poubelle. Et ça va rien donner de bon, à mon avis. Ici, courant flop top pair, et vu le stack to pot ratio, je pense qu'il est un peu obligé de pot et de call un push. Ouais, il peut aussi check. Ouais. Alors, check call, bon, c'est un peu équivalent à un check raise. Et ici, Team French est complètement commit. Et il bust. Donc il est un peu puni pour son limp. Hein. On va pas dire que c'était bien joué. Ici, à nouveau, pour se poser la question d'un 3 bet, si sa range était moins tight. Le truc, c'est que je pense qu'il est vraiment trop tight ici. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, on a le même joueur, Akus, qui complète sa big blind avec sa poubelle. Donc je pense vraiment que c'est pas un joueur de Omaha. C'est vraiment une main qui joue très très mal, ça. 6, 7, 9 valets avec une soute. On va voir un petit peu comment ça se déroule. Alors le flop vient à SI. Tout le monde check. Akus fait deuxième flush. Tandis que le récréatif fait 7. Qui check call sa flush. Pourquoi pas, je pense que c'est close entre check call et bet. Je pense que bet est quand même... Non, check call est sûrement honnête parce qu'il n'y a pas beaucoup de value. Un bet. Et ici on a un check back avec le brelan. Ici je pense que brelan c'est un check, hein. Un check assez net. Donc on va passer tout ça. 9-3 en big blind, est-ce que par hasard je défends? Alors, je check. Donc ça c'est un truc que je fais énormément quand il y a des limpers, que je me retrouve un peu limpé en hold'em. Je vais attaquer, je pense, un bon 60-70% des boards. Celui-là il est pairé, donc j'ai même pas besoin d'avoir d'équité. Mais sur n'importe quel board, je pense que dès que j'ai une bet backdoor, quelque chose comme ça, j'ai tendance à bet. Parce que les gens fold vraiment énormément. Et je pense que c'est un manque de value constant de pas vraiment attaquer ses polympés. Et je pense qu'il faut vraiment le faire. Alors, 10 et 8. Donc là, on pourrait 3 bêtes. Je pense que c'est... On a un joueur qui a montré beaucoup de choses. Enfin, qui est beaucoup open. On a une main jouable. Je pense que c'est un bon spot de 3 bêtes. Donc je le prends pas. Alors, un peu d'action. Donc on a Akos qui pour l'instant n'a pas beaucoup open. En hold'em qui open UTG plus 1. J'ai choisi de flat avec les dames. En me disant que si je travaille, j'ai pas forcément beaucoup de value. En me disant aussi que Kura a déjà fait des folies et qu'il pourrait bien recommencer. Et alors là, le board devient extrêmement intéressant. As, roi, roi. Mon adversaire va assez bête. Et là, à ce stade-là, quand il s'est bête en plus si petit, donc déjà de base, j'aurais eu envie de call. En plus, quand il s'est bête si petit, et parce que je pense que la plupart des joueurs vont s'ébet toutes leurs paires ici, vont s'ébet toutes leurs gutshot, toutes ces choses-là, je pense que j'ai un call. Un call relativement évident. D'autant plus évident que c'est une texture où c'est vraiment très dur de barrel. C'est-à-dire que même s'il a Dame-Valet, pardon, même s'il a Dame-Valet, c'est pas du tout évident pour lui de barrel parce que moi j'ai très souvent des bons as, j'ai très souvent des Dames-Roi, Roi-Valet, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas évident pour lui de barrel, et c'est pas évident
En plus, c'est d'autant moins évident que c'est dur de s'imaginer que je call des underpairs ici. Pour autant, je call mon underpair. Et comme vous vous en doutez, turn Q, normal. À ce stade-là, hit 2 barrel. La question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce qu'on raise ou est-ce qu'on flat? Ici, je crois que j'ai choisi de flat pour tout plein de raisons en fait. Parce que déjà, je suis pas si bien que ça contre sa value range. Dans sa value range que je bats, il a quoi? Il a roi 10, roi valet, valet 10. Et c'est à peu près tout. Par contre, qui me bat, il a quoi? Il a As-Roi, Roi-Dame, As-As, Roi-Roi. Donc ça fait quelques combos quand même. Et la vraie question c'est si je raise et qu'il a Roi 10, est-ce qu'il me colle? S'il a Roi Valet, est-ce qu'il me colle? C'est loin d'être évident. Je pense qu'avec Valet 10, il me paierait sûrement, mais avec le reste, sa value range, c'est pas du tout évident. Donc je choisis de call. Et la river, vous dites, bon, il va peut-être enfin raise quand même. Sauf que river, bon, river il va être assez cher, donc il se polarise pas mal. Donc à ce stade-là, je pense pas qu'il ait souvent Roi Valet, Roi 10. Déjà parce qu'il faut, encore faudrait-il qu'il ait open UTG, ce qui n'est pas évident. Par contre, je pense qu'il est souvent assez polarisé vers, voilà, des gros fouls qui me battent, ou R. La décision de ne pas raise ici, c'est parce que je pense que c'est assez rare qu'il me paye avec moins bien. Parce que finalement, dans les fouls qui value bet, je pense que c'est impossible, voire impensable qu'il me paye avec Roi X. Ensuite, dans les fouls que je bats, bah, il n'y en a pas vraiment. Je bats aucun full finalement, à part peut-être 5-5, s'il avait 3 barrels 5-5, mais c'est totalement invraisemblable selon moi. Donc finalement ici, aussi fou que ça puisse paraître, je pense pas avoir beaucoup de value à raise, donc je choisis de flat. Il monte valet 10, ce qui me satisfait pas mal. Alors, sentez-vous libre de commenter sur cette main, je suis ouvert aux critiques si vous pensez que je suis trop tight ici. Je pense néanmoins que c'est une bonne décision et que le push va souvent être la décision par défaut mais qui n'est pas forcément la bonne. Je pense que flat est meilleur. Alors ici du coup on se calme un peu, on open pas 4-8. Dame 9, je ne pense pas non plus l'avoir open. Valet 7 non plus. Dame 5 non plus. 9-2 non plus. Alors, roi valet en blinde, ça peut être intéressant. Alors, on a un open, un squeeze. À ce stade-là de la partie, je crois pas l'avoir encore vu squeeze. Ce serait pourtant un excellent spot pour un call 4 bet. Je sais pas si je l'ai pris. Je l'ai pas pris. Rétrospectivement, j'aurais bien aimé l'avoir pris. Le seul hic, c'est que si je fais ici 2000, si je fais 2000, je suis quasiment commit sur un shove de Hakus, et du coup, ça peut me faire connaître une grosse erreur. Pour autant, je pense que c'est un bon spot de call 4 bet, et j'aurais sûrement pu le prendre. C'est des réflexes plus de joueurs de pur MTT que moi, je vais pas trop avoir en tant que joueur de cash. Je pense pas forcément trop à ça en premier lieu. Là, je me surprends par mon fold. Mais ma foi, après tout, pourquoi pas. Si je pense que ça peut avantageusement se 3 bet ou se flat. On n'a pas vraiment la position. Il y a un gap au milieu de ma main. Donc bon, pourquoi pas fold. Même si contre un adversaire un peu loose comme ça, je pense que ça aurait sûrement été meilleur de flat. Pourquoi je dis flat et pas 3 bet? Parce qu'on a déjà vu que ce joueur-là, tout à l'heure il avait gagné avec les dames. Donc je m'attends pas du coup à avoir beaucoup de fold equity pré-flop. Et je m'attends pas non plus à ce qu'il me call beaucoup et à ce que je puisse le manœuvrer sur beaucoup de flops. Du coup, le 3 bet lui, c'est un peu exclu. Par contre, ouais, flat aurait sûrement eu une bonne EV. Donc là, j'open mon bouton, 3x. C'est d'autant plus vrai en Omaha qu'on va éviter de min raise tant que c'est pas vraiment nécessaire. Parce que quelle que soit la profondeur, il y a toujours de la jouabilité. Et là, je me fais 3 bêtes. Alors, on dit souvent, en Omaha, il ne faut pas fold de 3 bêtes. Le truc, c'est que un 3 bet d'un joueur a priori pas très bon en Omaha, c'est très souvent les As. L'autre truc, c'est que là, on n'est même pas 100 blindes deep, on a, je sais pas, 50 blindes.
Là j'ai un as en main. Donc si Taxi a les as, mon équité est vraiment médiocre. À nouveau je fais une petite pause pour essayer de... Voilà, donc comme vous le voyez ici, si mon adversaire a as-as, avec ma main, j'ai 25% d'équité. Donc souvent il va y avoir 2-3 autres petites choses dans sa range, mais c'est quand même très orienté vers as-as. Et si en plus de ça on regarde sur un graphe suivant les différents flops, on va voir que sur 80% des flops, mon adversaire a plus de 60% d'équité. Donc c'est vraiment, je pense, une erreur ici de call pré-flop, et je pense que mon fold est bon. Enfin d'ailleurs, j'ai même pas vérifié que j'avais fold, mais j'ai effectivement fold. Et je pense que c'est vraiment la bonne solution. Alors, si ça fold dans une main bien jouable ici, voilà, on décide d'open. Donc là j'ai mis une raise, je suis à peu près sûr que c'est une erreur. Et je me fais 3 bêtes par un joueur en position qui pareil a été jusqu'à présent assez tight. Là maintenant il est un petit peu meilleur pour call un 3 bêtes. Je sais pas trop ce que j'ai fait, je pense que c'est assez close entre call et fold. J'ai fold. Je pense que c'est relativement close parce qu'on n'a pas la position donc c'est pas très jouable, mais en même temps on est contre un joueur qui, selon toute vraisemblance, va pas être un super joueur de PLO. Donc avec une nut suit et 8, 5, 6, j'aurais peut-être pu call. J'ai choisi de fold, c'est pas forcément horrible non plus. Donc on va essayer de voir encore une main. Disons au moins une main intéressante. Et après je pense qu'on va faire une pause pour cette partie de la vidéo. Rien de très intéressant ici. Excusez-moi, je suis un peu au ralenti, je sais pas ce que j'ai. Je prends un walk, c'est dommage, j'aurais bien défendu cette main. Big blind contre small blind. Alors là, je regrette un petit peu de ne pas avoir raise à big blind. Alors, de manière générale, contre un joueur que je jugerais bon, je fold cette main sans hésiter une seule seconde. Ici, on est en MTT. Et ce joueur-là, pour l'instant, n'a pas vraiment donné de raison de croire qu'il était bon. Enfin, disons que sur le coup, je pense qu'il est plutôt relativement tight. Et donc là, j'aurais bien envie de le raise avec Any4. Je pense que j'ai raté un bon spot de raise Any4 ici. Peu importe finalement. Alors là, on a un open UTG. Une main qui ne se défend pas à nouveau. Allez, j'aimerais bien trouver une petite main pour finir. Alors celle-là, elle devrait être jouable. Ah, raté. Comme ce joueur qui open UTG. À nouveau, on aurait eu une bonne main pour le 3 bet ici. Le hic, c'est que si je 3 bet, j'ai pas la profondeur nécessaire pour call le 4 bet. On aurait aussi pu call l'open, mais avec tant de joueurs à parler derrière, une position relative du coup médiocre. Je pense que fold de manière conservative est tout à fait ok. Donc là, on est beaucoup trop early dans la main pour ouvrir ça. On aurait été au cutoff au bouton, on l'aurait ouvert sans problème. Un peu pareil ici, hein. 6 max, j'aurais peut-être pu l'ouvrir. Voire 5 max, disons. UTG plus 1, j'aurais pu l'ouvrir. Là, c'est trop tôt. Trop d'action pour ma main. Là, on pourrait se dire, c'est qu'une blinde, on peut call et essayer de chatter un flop. Le problème, c'est qu'en Omaha, les nuts, c'est très relatif, comme j'ai déjà expliqué. Et que là, le seul flop qui me convient, c'est 7-8. Et encore, ouais, c'est vraiment le seul flop qui me convient. Sinon, sur tous les autres boards, ça va être très dur de faire les pure nuts. Souvent, si je fais 15, je vais être battu par une quinte du dessus, des choses comme ça. Donc même face à un min raise, on a tellement de reverse et tellement pas la position qu'on n'a plus qu'à fold ici, je pense. Alors, retour au hold'em. À nouveau, on aurait pu avoir un spot de 3 bet light. Parce que lui, je pense qu'il open beaucoup ici. J'ai choisi de ne pas le prendre et de les réserver pour un peu plus tard. Donc là, on était changé de table, on dirait. Ah, décidément, j'ai pas trouvé une main avant de finir.
Le 4-5, on pourrait se dire, on va tenter de l'open. Tourner un petit peu deep, donc il y a un peu de jouabilité post-flop. On pourrait tenter, mais c'est une nouvelle table, donc on essaie de jouer conservatif, tant qu'on ne connaît pas les joueurs en face. Dame 3, il n'y aura pas d'action. 5-3, je pense pas qu'il y ait d'action non plus. Dame 3 à nouveau, peut-être que je vais raise la big blind, non. 8-6 au bouton, non. On les as contre les dames, on sait comment ça va finir. Le dame 3, je vais le fold de nouveau. Donc voilà, donc là vous me voyez assez tight hein, globalement. Et là il y a eu la donne. Donc on a 7500 jetons de plus tous, c'est-à-dire 30 blindes de plus. Et il n'y a toujours pas d'action. Alors ici c'est peut-être jouable. Donc on a un open UTG. Enfin pas UTG mais ouais jack. Et du coup il n'y a pas grand chose à faire avec cette main hors de pause. À part fold et attendre des spots. On a un joueur qui min-raise, on a une main qui est pas assez forte pour call ou quoi que ce soit à nouveau. Une garbage à nouveau, une autre garbage, encore une autre, encore une autre. Là on a une main qui serait jouable dans beaucoup de positions, mais malheureusement on est trop tôt dans le coup ici. Alors, 5-7 off en big blind. C'est open. Alors, un petit As-3. Donc vous voyez que j'ouvre à 3x en small blind contre big blind. Dans toutes les autres positions j'aurais fait plus petit. Small blind contre big blind c'est vraiment particulier, c'est vraiment un spot où si vous ouvrez trop petit, la big blind peut vous call any two profitablement. Et si lui fait quelque chose de profitable, c'est que vous perdez de l'argent. Du coup il faut éviter un peu ça, et du coup 3x, même avec 50 blindes seulement, est sûrement meilleur. La main suivante, 7-2. On fold. Bon, on prend une dernière main où je raise, on va choisir le break ici. Donc là j'ouvre roi 9, je choisis 3x à nouveau. Je pense que là vu les profondeurs relatives c'est un peu trop pour le coup. Et je pense que 2,5x est peut-être un peu meilleur. C'est pas horrible à mon avis. Hein. Je me fais call par la big blind, étonnamment. Et voyons un petit peu ce qui se passe. Il check. Le board est très dry, donc je fais un petit c-bet. Il passe, et tout est bien qui finit bien pour cette session d'aujourd'hui. Donc à ce stade du tournoi, je pense que j'ai à peu près l'average. Et on va voir un petit peu comment j'arrive à me débrouiller sur la partie suivante du tournoi pour monter beaucoup plus haut que ça et arriver jusqu'en table finale. Merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.